Donc, je suis Fabrice Rami Andrizoa, donc je suis radiothérapeute à Saint-Malo et je suis ravi de partager cette formation avec vous. Et vas-y, hein, Pascal, je t'en prie, si tu veux enchaîner pour te présenter aussi. Ah, pardon, oui, moi je suis chirurgien urologue à Lorient. Et c'est une première formation visio. Ouais, pour moi aussi. Donc, eh bien, écoutez, donc on va faire comme ce que Dr Simon proposait, on va faire donc organe par organe. Et comme ça sera moins embêtant que d'un seul bloc d'un coup, les 4 organes. Donc, ici, c'est le plan qu'on va utiliser avec, en premier lieu, bien sûr, le cancer de prostate. Alors, du coup, je me mets un peu, je vais essayer de le mettre en plus petit. Voilà. Alors, le cancer de la prostate, c'est un cancer que vous êtes amené à rencontrer au quotidien. C'est le premier cancer masculin chez l'homme de plus de 50 ans. C'est un cancer extrêmement fréquent, avec une incidence qui est en augmentation régulière. Donc là, c'est des chiffres qui datent de 2017. Ils sont probablement presque obsolètes, mais en tout cas, l'idée est là, c'est que c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. Il y a clairement une épidémie de cancer de prostate. Donc, c'est un cancer que vous rencontrerez forcément à un moment donné de votre exercice. L'âge médian, c'est un cancer de l'homme âgé, entre guillemets. Donc, c'est aux alentours de 70 ans. Et on le retrouve par le concept de dépistage individuel avec des dosages de PSA, donc la prise de sang, hein, et également l'examen clinique auprès du médecin traitant ou du chirurgien urologue par le toucher rectal. Donc, n'hésite pas, hein, Pascal, hein, quand tu veux, n'hésite pas hein, si tu veux me couper. Okay. Rien à ajouter. Donc, effectivement, c'est un dépistage qui est individuel qu'on propose à partir de 50 ans et qui n'est pas pour tout le monde. Hein, ce n'est pas un dépistage de masse, c'est un dépistage individuel, c'est-à-dire que c'est le médecin traitant qui décide, qui propose cet examen-là de PSA et toucher rectal en fonction des antécédents de son patient et de sa présentation clinique. Donc, ça repose donc sur, encore une fois, la prise de sang, donc le PSA, et le toucher rectal. On le propose un peu plus tôt chez les hommes à risque, les Afro-Antillais ou chez les personnes qui ont des antécédents familiaux. Et donc, on fait, pour confirmer ce diagnostic, on fait donc des biopsies si le PSA est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est la norme dans la population générale. Donc, ici, pour les 4 pardon. Pour les 4 nanogrammes, c'est interprété en fonction du volume de la prostate. On ne fait pas forcément systématiquement des biopsies au-dessus de 4. D'accord. Ici, c'est une coupe des 2 coupes anatomiques, hein, une coupe sagittale et une représentation en 3D de la prostate. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, effectivement, la prostate, ce n'est pas très gros. Hein, c'est entre le rectum en arrière, la vessie au-dessus et l'urètre pénien et la verge, le pénis en bas. Donc, c'est cette zone-là, ici, orange, que vous voyez avec ma souris, qui est la taille d'à peu près d'une châtaigne, qui n'est vraiment pas très grosse. Et donc, c'est cette zone-là qui est intéressée quand on parle d'un cancer de prostate. Je t'en prie, hein, Pascal, si tu veux intervenir sur l'anatomie ou sur sa forme. Non, il n'y a pas. On voit juste que. Bon, voilà, bon. Donc, il va très bien. Donc, voilà. Sur le schéma, on voit qu'il y a le centre de la prostate avec l'urètre qui passe au milieu. Hein. C'est souvent une question des patients qui ont du mal à visualiser ou à comprendre ce qu'est cet organe, qui sert d'ailleurs juste à être fertile. Voilà. Et sinon, ça sert à embêter les hommes à partir de 50 ans parce que le milieu peut se développer et faire de l'adénome. Et c'est dans la partie périphérique que le cancer peut se développer, d'où l'intérêt du toucher rectal. OK. Attends, je peux le mettre en diapo comme ça, peut-être que ce sera plus facile. Là, vous voyez quelque chose ou pas? C'est mieux? Pas forcément. Si, on voit bien. Okay. Alors, du coup, j'avance. Donc,
effectivement, le diagnostic histologique du cancer de prostate. Donc, histologique, ça veut dire c'est comment est-ce qu'on confirme avec un examen ANAPAT, donc au microscope, entre guillemets. Hein. Donc, les cellules qui sont prélevées par le chirurgien urologue sont analysées par le médecin anatomopathologiste. Et donc, avec cet examen au microscope, eh bien, on peut confirmer et mettre le coup de tampon en disant oui, c'est bien un adénocarcinome, c'est bien un cancer de prostate. Donc, pour accéder à la prostate, la meilleure façon d'y accéder, donc, c'est par les voies naturelles. Donc, c'est ce qu'on appelle donc une endoscopie, une échographie par voie endorectale qui se fait. Ici, vous avez une coupe à droite sur le schéma de droite, une coupe sagittale. En fait, donc en gros, on a introduit l'échographe par les voies naturelles et on accède comme ça à la prostate en faisant des prélèvements, en règle générale 12, hein, confirme-moi Pascal. C'est minimum 12, hein, parfois 12 plus en prélèvements fonction au du niveau. volume. Voilà, même parfois plus en fonction du volume. Et cet examen nous permet de confirmer de façon nette le diagnostic de cancer de prostate. Vous avez vu en bas, je vous ai mis ça exprès, le score de Gleason. Donc, pareil, c'est quelque chose que vous allez forcément voir dans les comptes rendus. Le score de Gleason, il est obligatoire dans toutes les RCP, il est obligatoire dans nos prises en charge et également donc, du groupe ISUP. Eh bien, le score de Gleason, pour la faire très court, hein, c'est, on va dire, l'agressivité du cancer. Plus il est haut, plus c'est agressif. Et du coup, c'est en fonction de ce score de Gleason qu'on axe notre prise en charge. Est-ce qu'on propose ceci ou cela en fonction du score de Gleason? Sachant qu'actuellement, on a tendance à le remplacer par le score ISUP là, qui est à gauche. Donc, s'il n'y a pas le chiffre de Gleason, il faut avoir au moins le chiffre d'ISUP, quoi. Tout à fait. Ah oui, j'avais Au rajouté niveau des examens qu'on va… les biopsies. On fait de plus en plus d'IRM avant les biopsies, qu'on a une suspicion, notamment dans les grosses prostates, parce qu'on a maintenant, ça commence à se diffuser de plus en plus, des systèmes de fusion d'images, et on peut faire des biopsies ciblées. Hein, c'est-à-dire que la biopsie de base, on pique au hasard dans la prostate, on fait 12, 18 prélèvements en fonction du volume. Et si on a une image IRM et un système de fusion d'images disponible dans l'établissement où on peut faire des biopsies ciblées, où on fait les biopsies standards, plus des biopsies orientées dans la zone suspecte de l'IRM. N'hésitez pas à nous interrompre hein, ou à intervenir si vous avez un moment de flou. Hein, n'hésitez pas. Donc, je continue. Au niveau des examens qu'on demande, effectivement, les premiers examens, comme disait Pascal, c'est effectivement l'IRM, l'IRM pelvienne, l'IRM prostatique qui nous permet de voir avec, c'est l'examen le plus précis hein, à ce niveau-là, au niveau local, de voir le cancer, hein, pour parler simple, pour voir le cancer, voir ses extensions, voir à quelle localisation il est précisément, son extension aux vésicules séminales ou à la capsule également. On voit aussi s'il y a des ganglions autour. Donc, c'est un examen qui est incontournable. Il y a, corrige-moi pareil, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul cancer de prostate sans IRM prostatique. Ah bah, c'est au minimum le bilan d'extension et parfois c'est même fait avant la biopsie pour orienter les biopsies. Mais on ne peut pas prendre en charge sans IRM. Ouais. Ouais. Dans certains cas, et en fonction de l'agressivité du cancer, encore une fois, on demandera également une scintigraphie osseuse dans le cadre du bilan d'extension pour vérifier la présence ou l'absence de métastases osseuses. Donc, c'est un examen que vous pourrez être aussi amené à voir. Ici, vous voyez l'examen. Hein. Donc, les zones qui sont noires, c'est malheureusement les zones où il y a de la maladie tumorale qui s'est greffée. Donc, il y a des métastases osseuses. Excuse-moi, Fabrice, le cancer de la prostate, il métastase essentiellement où? Os? Oui. L'os, en priorité, on a dit ça, donc il a un tropisme, il a une attractivité, une addiction pour l'os, mais il peut aller également donc, dans les ganglions, bien sûr, et de façon un peu plus rare dans les viscères, donc dans le foie, par exemple, ou dans les poumons. Mais vraiment, en premier lieu, le premier lieu de prédilection, c'est vraiment l'os et les ganglions. Ici, un autre examen que vous connaissez, que vous avez déjà vu aussi, c'est un PET scanner à la colline.
Donc là, c'est une image d'une coupe de PET scanner à la colline, mais vous avez également dû voir PET au PSMA. Donc, ce sont des marqueurs qui sont utilisés en médecine nucléaire. Et pareil, ces marqueurs-là ont un tropisme particulier pour les cellules prostatiques, les cellules cancéreuses de prostate, pardon, et donc permettent de voir des choses très précises et de faire des bilans encore plus précis et rigoureux qu'un simple scanner. Donc, dans certains cas, on peut être amené à demander ça dans le cadre du bilan, un PET scanner à la colline pour étayer le tableau clinique. Alors, au niveau des traitements, les traitements qui sont disponibles, je redis, c'est que des redites, ils dépendent de l'agressivité de la maladie et de l'extension de la maladie. Donc, on distingue deux formes. Est-ce que la maladie, elle est localisée ou est-ce que la maladie, elle est métastatique? Quand elle est localisée, donc quand elle est limitée à la prostate, on peut proposer plusieurs interventions. Donc, la surveillance active, qui consiste à surveiller, en fait, à faire des dosages réguliers de PSA et des séries de biopsies régulières. On propose ça surtout dans les ISUP1, donc dans les cancers de bas risque, de très bas risque, que les chirurgiens urologues surveillent, en fait. Je ne sais pas quel rythme, d'ailleurs, vous faites. En général, c'est un PSA tous les 3 mois, un toucher rectal tous les 6 mois. Et on rebiopsie à 1 an ou pas. Parce qu'après, il y a des débats sur la surveillance entre IRM ou rebiopsie, en essayant d'éviter de refaire trop souvent des biopsies de patients aussi. D'accord. Donc voilà, ça permet. la C'est surveillance. par PSA, pardon, elle se fait tous les combien en fait? Vous faites des dosages tous les combien? Alors souvent, c'est tous les 3 mois, le PSA, et toucher rectal tous les 6 mois. Et le PSA, il faut déjà qu'il soit au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre pour le suivre. Peu importe. Non, en fait, le chiffre de 4, c'est pour suspecter le cancer et discuter de faire des biopsies. Mais on peut faire de la science active avec des patients qui avaient un nodule et un PSA à 2. Ah, d'accord. Peu importe le PSA, c'est le rythme de surveillance. Classiquement, on dose tous les 3 mois et on examine tous les 6 mois le patient. D'accord. Okay. Après, ça peut durer longtemps. Des fois même, on repasse à un rythme où on les voit tous les 6 mois, voire parfois une fois par an quand ils ont vraiment des PSA qui ne bougent pas. Mais classiquement, c'est tous les 3 mois et tous les 6 mois l'examen clinique, quoi. Et la rebiopsie à 1 an, elle est recommandée. Après, des fois, on ne la fait pas, mais on refait des IRM pour motiver des biopsies si on voit que ça bouge, quoi. D'accord. Pas de protocole strict au-delà d'1 an. D'accord. Donc ça, c'est une première modalité. La deuxième, c'est une… on entrera dans les détails après. Donc, c'est la chirurgie, bien sûr. La chirurgie, la prostatectomie radicale. La troisième modalité, c'est donc la radiothérapie. Donc, on en parle aussi après. La curithérapie également. Je vous en parle aussi après. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, ce sont les 4 traitements disponibles pour traiter un cancer localisé. Quand il s'agit d'un cancer métastatique, donc métastatique, c'est quand c'est sorti de sa coquille, encore une fois, on propose soit de l'hormonothérapie, soit de la chimiothérapie, soit une association des deux, d'ailleurs très souvent, chimio-hormonaux ou hormono-hormonaux, pour les formes métastatiques. Oui, complètement. Donc, hop, j'avance. Donc là, je parle de la radiothérapie. Pour commencer, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, la radiothérapie, vous savez tous et toutes, c'est un traitement qui se fait donc en ambulatoire. Les patients viennent pour leur séance de rayon, font leur séance, ça dure à peu près 10 minutes, c'est pas long, et rentrent ensuite chez eux à hauteur de 5 séances par semaine, donc tous les jours de la semaine, pendant environ 2 mois. Donc, on dit souvent 39 séances, 39-40. On a d'autres protocoles, vous allez peut-être entendre parler, je ne l'ai pas noté là, mais comme ça, vous le savez aussi, qui sont plus courts, plus ramassés. Des protocoles sur 1 mois qu'on appelle hypofractionnés. Bon, ça, voilà, je vous le dis comme ça, mais souvent, en tout cas, c'est 2 mois. Parfois, on peut les faire en 1 mois, la radiothérapie. Et donc, là, vous avez une image de dosimétrie, en fait, ici, le graphique à droite. Ça vous montre voilà, la balistique des faisceaux, comment est-ce que la dose, elle est déposée. Je ne rentre pas dans les détails de façon exprès, mais voilà, c'est à peu près fait, c'est fait comme ça. Les rayons sont
font le tour du patient. La tête de l'accélérateur diffuse la radiothérapie et l'appareil tourne autour et donc dépose les rayons au centre de la prostate, dans la prostate. Ici, c'est la préparation d'un patient en cours de radiothérapie. Donc, en gros, il est installé comme ça. Il enlève ses vêtements, le bas, les sous-vêtements également. Il est installé avec des cale-pieds et des cales sous les genoux. Et donc, il garde cette position-là pendant les 10 minutes de séance. Séances qui seront reproduites à l'identique à chaque fois, 39 fois. Je n'ai pas fait de slide sur la chirurgie, pardon, mais tu peux en parler aussi, Pascal, pardon, parce qu'après, je parle de curithérapie. La chirurgie, c'est disponible sur YouTube, hein, pas de problème. Le principe, c'est d'enlever la prostate séminale et puis on recoue l'urètre à la vessie, que ce soit en chirurgie ouverte, en célioscopie robot assistée. Hein, le principe est le même. Quelqu'un qui parle? Le troisième traitement, c'est la curithérapie. Rapidement aussi, c'est de mettre des grains d'or dans la prostate. Donc, ça, c'est opératoire en coopération avec le chirurgien urologue. Et donc, le geste ressemble un petit peu, entre guillemets, aux biopsies. On passe par les voies naturelles, sauf qu'on va déposer cette fois-ci des grains d'iode radioactifs, donc il y a une activité dans la prostate, et la radioactivité va se faire de l'intérieur de la prostate. Et ça permet, c'est la meilleure radiothérapie possible, entre guillemets, puisqu'on ne passe pas par l'extérieur, les rayons viennent directement de l'intérieur de la prostate. Donc ça, c'est une autre façon de faire, c'est dans certains cas, on ne le fait pas dans tous les cas, mais c'est très efficace également. Alors du coup, pour préparer la RCP d'oncologie, urologie pour un cancer de prostate, j'avais noté ça, Pascal, tu as dû modifier. Donc, il faut forcément que vous ayez forcément besoin d'un taux de PSA, forcément. Non, complètement, mais n'hésite pas, interviens, je t'en prie, vraiment. Un taux de PSA, pour discuter du dossier, il faut le toucher rectal, le PSA, la description. Voilà, l'ISUP. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Je suis Sarah, secrétaire en RCP à Lorient. On a des fois des petits soucis au niveau du groupe ISUP, où on peut nous mettre groupe ISUP 1 ou 2. Et du coup, on a toujours un doute. Quand c'est 1 ou 2, on sait quel score Gleason on doit adapter. Mais quand on nous met 1 ou 2, on ne sait pas comment remplir nos cases. Donc, on met score, ISUP 1 et 2, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi des fois c'est déterminé sur un chiffre et des fois non. Dans la fiche qu'on remplit, on doit mettre un score de Gleason et un score d'ISUP. Après, quand on détaille les résultats des biopsies, on peut préciser qu'on a à droite de l'ISUP 1, à gauche de l'ISUP 2. Mais de toute façon, si vous avez une seule case à remplir de score ISUP ouais, ou de score de Gleason, il faut mettre le score le plus élevé. Ah, d'accord. Donc, s'il y a des biopsies 1 et 2, si vous avez une case ISUP, il faut mettre 2. Il faut mettre 2. D'accord. Très bien, merci. Parce que c'est le score le plus élevé qui conditionne la prise en charge. Ok. D'accord. Très bien. C'est vrai qu'on avait toujours des doutes, on ne savait pas lequel mettre et du coup, on mettait toujours ISUP 1 et 2, mais là, au moins, on pourra remplir correctement les cases. S'il faut choisir un chiffre, c'est le plus élevé. Après, nous, quand on remplit les fiches, on détaille les biopsies. Et après, dans la discussion, on peut dire qu'il n'y a que 2% d'ISUP 2, allez, on surveille, quoi. Parce que le protocole de surveillance active, il varie de pays en pays. Et on peut avoir des critères en France où on surveille que les ISUP 1, par exemple, et vous allez en Suède et ils vont surveiller des ISUP 3, quoi. D'accord. Donc, nous, on peut affiner derrière, mais si vous avez un seul chiffre à mettre, il faut mettre le plus élevé. Très bien, merci. On avait une question, c'est Pascal Arène, et je suis avec mes collègues. Vous parlez en curithérapie de grains d'iode. Et nous, on voit souvent noter des grains d'or, OR. Ah, ça, j'avais mis un petit mot là. Les grains d'or, en fait, ce n'est pas vraiment de l'or d'ailleurs.
c'est des grains qu'on peut repérer sur un simple ASP et qui aident à faire le repérage en radiothérapie. Enfin bon, Fabrice peut peut-être détailler. Ça ne se fait pas partout. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est une bonne remarque, hein. Effectivement, les grains d'or, comme dit Pascal, c'est vraiment donc, pour repérer. Donc, c'est des grains on va dire, comme des balises GPS qu'on va utiliser pour préparer la radiothérapie. Ça n'est pas un traitement, c'est vraiment une aide pour le repérage de la radiothérapie. Et effectivement, ça n'est pas du tout obligatoire. Il y a des centres, il y a plusieurs centres en France qui ne le font pas. Nous, à Saint-Malo, on le fait. Je ne sais pas si à Lorient, vous le faites. On ne le fait pas parce qu'ils ont une machine avec un repérage CBCT. Là. Ils ont un scanner en direct. Mais on est en train peut-être de le mettre en place dans certaines indications de radiothérapie. On est en train de voir ça là, avec Guillaume Béra. Donc, ils ne sont pas radioactifs, les grains d'or. Hein. Donc, bonjour, c'est Edeline à Ancovan. Moi, j'avais une question sur les traitements. Très souvent, on voit comme conclusion traitement local curatif. Oui. Mais vous le rangez, dans quelle case on pourrait… je m'exprime peut-être pas bien. Qu'entendez-vous finalement, vous, par traitement local curatif? En RCP, en fait, on valide qu'il faut faire un traitement curatif à un cancer de prostate localisé, mais on ne valide pas forcément la modalité de traitement. C'est-à-dire qu'après, c'est l'urologue et le patient, ils réfléchissent, ils choisissent s'ils préfèrent une chirurgie, une radiothérapie. On voit avec eux s'ils sont éligibles à la curithérapie, s'ils n'ont pas des grosses prostates obstructives avec plein de gènes urinaires, par exemple, ou des trop gros cancers de prostate. La modalité de traitement, en fait, physique, elle ne dépend pas de la RCP forcément. Très bien, parce que là, en fait, dans le menu déroulant des propositions, on ne retrouve pas finalement le traitement local curatif. Et c'est vrai qu'on vient le mettre dans la phrase en complément. Mais vous pouvez mettre traitement curatif, hein, je pense que vous l'avez dans votre menu. Il faudrait que je vérifie. Là, en tête, non, il faudrait que je vérifie, mais… nous, on valide traitement curateur, point, à Lorient. D'accord. Dans le menu déroulant, il n'y a pas traitement local curatif. Local, ce n'est pas la peine de préciser local curatif, parce qu'un traitement général curatif, ça n'existe pas vraiment, puisque quand c'est général, c'est plutôt métastatique. Hein. D'accord. Merci. Est-ce que c'est Pascal, toujours à Rennes, l'histologie des cancers de la prostate, on met toujours adénome invasif ou il y a plus de détails? Adénome invasif? Adénocarcinome invasif. Parce qu'on a pareil, on a un menu déroulant, c'est le code handicap. Et généralement, c'est marqué adénocarcinome, c'est forcément invasif. Nous, on ne précise jamais le invasif, hein, c'est adénocarcinome de prostate, point. Après, il y a un score ISUP ou Gleason. Mais il n'est pas noté comme ça dans l'handicap, on ne le retrouve pas, l'adénome de prostate. Je ne sais pas, vous avez quoi d'autre dans l'handicap? Moi, je ne connais pas du tout l'handicap, là. L'handicap, on a plein, il peut être invasif, micro-invasif, il peut in situ, enfin tout ce que vous voulez. En règle générale, il est invasif. Ouais, parce que ce n'est pas comme dans le cancer du sein où on va faire du micro-invasif ou invasif. Hein. En prostate, il y a du cancer ou pas. Après, il y a des variantes histologiques, mais vous pouvez mettre qu'il est invasif dans votre menu, hein, parce que micro-invasif, on fait le distinguo entre localisé qui est dans la prostate, localement avancé, ça sort de la prostate à l'IRM, ça va en dehors de la capsule des vésicules séminales, et métastatique. Voilà, c'est 3 catégories. Donc, micro-invasif ou invasif, vous pouvez mettre invasif hein, ou micro-invasif, ça ne changera pas la prise en charge. D'accord. Il faudrait revoir avec des gens qui font les menus handicap, peut-être. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance du coup pour essayer de tenir le délai. Ensuite, donc, on va parler du cancer de vessie. Le cancer de vessie, donc un rappel, hein, la vessie, hein, c'est un réservoir musculaire dans lequel est stockée l'urine et qui est recouvert par un épithélium qui est l'urothélium.
ici, c'est des coupes, pareil, hein, anatomiques de rappel de la vessie. Donc, vous voyez tous et toutes où elle est située. Elle est, je mets ma souris ici, Au bout des les urtères. urtères qui sont au-dessus de la vessie, qui se terminent ensuite. Exactement, au bout des urtères, il y a la vessie, et après la vessie, il y a l'urètre. Donc, ce travail de stockage d'urine. Ici, une coupe sagittale à gauche chez l'homme, à droite chez la femme. Vous voyez ici, où est, encore une fois, c'est à peu près la même que tout à l'heure, hein, la vessie qui est au-dessus de la prostate. Ici, chez la femme, vous avez l'utérus qui est au-dessus, la symphyse pubienne qui est en avant, et là, entre les deux, donc vous avez la vessie, encore une fois, avec l'urètre, urétral, et le rectum qui est en arrière. Donc, le cancer de vessie, c'est le cinquième rang des cancers en France. C'est le deuxième cancer urologique, donc après la prostate. Donc, c'est un cancer qui est fréquent également. Plutôt une prédominance chez les hommes après 60 ans et une incidence qui est en augmentation. Beaucoup plus de maladies superficielles au diagnostic et moins d'invasifs. Là, pour le coup, le distinguo micro-invasif et invasif, là, pour le coup, rentre en compte, entre guillemets. Et le facteur de risque numéro 1, c'est le tabac. Au niveau des examens complémentaires, donc comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'un cancer de vessie? Donc, c'est en analysant les urines, donc l'examen cytologique des urines, qui nous permet de, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, hein, vous avez remarqué, je dis toujours le même mot, hein, au microscope, le médecin anapathe regarde les cellules et voit qu'il y a des cellules cancéreuses. Et donc, bien sûr, l'examen clé, c'est la cystoscopie, qui est faite par les chirurgiens urologues. Hein. Ici, vous avez une coupe sagittale. Donc, on introduit un fibroscope souple. Donc, tu précises bien souple, Oui, Pascal, parce que avec un point d'exclamation. Et sous anesthésie locale en consultation, qu'avec des appareils souples maintenant. Hein. Bon, ça rassure, c'est rassurant, oui. Donc, anesthésie locale qui permet donc d'aller visualiser directement à l'intérieur de la vessie et faire les prélèvements, donc les biopsies. Tu as eu ici, tu as rajouté des images, donc super. Voilà, ça c'est. Enfin, on ne fait pas de biopsie en vaut mieux faire une résection sous anesthésie. C'est plus rentable et moins douloureux. Mais voilà, ça c'est une image de polype à gauche. Et puis à droite, c'est juste pour voir ce que fait un fibroscope dans une vessie. Ça, c'est une vue péropératoire qui montre qu'on peut, en fait, le souple, on peut le retourner. Donc, on voit mieux la base de la vessie. Voilà, donc c'est le meilleur examen, en fait, pour diagnostiquer une tumeur de vessie et puis pour surveiller après l'éventuelle récidive. On peut également demander des échographies urinaires une échographie urinaire pour voir directement dans la vessie, mais c'est moins fiable. Et effectivement, on demande souvent un uroscanner, quasiment tout le temps même. Oui. Au niveau des traitements qui sont disponibles, eh bien, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. C'est juste qu'on peut avoir 3% de tumeurs dans les urtères et dans le rein, parce que la muqueuse est la même dans la vessie, dans les urtères et dans le rein. Il y a juste plus de tumeurs dans la vessie parce que c'est l'organe de stockage. Mais on fait systématiquement un uroscanner. Donc, quand on nous présente des dossiers de tumeurs de vessie, il faut qu'il y ait un uroscanner dans le dossier, quoi. Bah tiens, vas-y, je t'en prie, si tu veux, sur celle-là, après, Pascal. J'ai complété un petit peu juste par rapport au stade TNM. Le gros distinguo, c'est l'atteinte ou pas du muscle dans les tumeurs de vessie. Hein, donc, quand il y a une atteinte du muscle, c'est un stade T2. Tant qu'on n'a pas d'atteinte du muscle, hein, que ce soit du haut grade ou du bas grade, mais quand on a du TA ou du T1, on peut conserver la vessie. Donc, le traitement, c'est d'enlever le polype, hein, la tumeur de vessie par résection. Et après, dans les lésions de haut grade ou dans les lésions récidivantes, on peut prévenir la récidive en faisant les instillations. Et donc, on explique aux patients que ce n'est pas des traitements forcément curatifs, les instillations, c'est pour diminuer les risques de récidive. Par exemple, dans les hauts grades, on va forcément faire du BCG. Dans les bas grades, on peut faire de la méticine ou de la mitomycine C en instillation. Après, quand on est dans les stades T2, l'atteinte du muscle vésical, là, la référence, c'est d'enlever la vessie
Alors, chez l'homme, c'est la vessie et la prostate. Chez la femme, c'est la vessie, l'utérus et la paroi antérieure du vagin qui peut être collée à la vessie et à l'urètre, ce qu'on appelle la pelvectomie. Et on associe un curage ganglionnaire pelvien au geste, quoi. Après, il y a les patients qui refusent la cystectomie ou les patients qui ont une contre-indication à la cystectomie. Dans certaines conditions, on peut faire un traitement qui associe radiochimiothérapie. Mais là, l'idéal, c'est d'avoir une lésion réséquée complètement et on a un taux de succès un peu moins bon quand même que quand on peut être radical avec la chirurgie. Voilà. Donc ensuite, il y avait la chimiothérapie, l'immunothérapie. Donc ça, c'est plutôt pour les formes métastatiques. Et l'immunothérapie aussi se développe de plus en plus, y compris dans des essais cliniques en instillation. Donc oui, hein, je rebondis aussi pour remettre, mais clairement, hein, le traitement lors d'un cancer invasif, c'est la chirurgie. La radiochimiothérapie est un traitement alternatif. C'est une possibilité chez les patients qui refusent, mais globalement, le traitement, le gold standard, reste la chirurgie, précédée d'une chimiothérapie souvent, mais ce n'est pas les rayons ni la chimiothérapie. Après, on entend parler aussi des fois de cystectomie partielle. Ici, c'est pareil, ce n'est pas un traitement de référence. Hein. Oui, c'est en voie de recherche, mais je pense, pour moi, ça reste encore la cystectomie totale, du coup, le traitement de référence pour un cancer de vessie infiltré. Donc, la première image, c'est donc la possibilité d'utiliser donc une entérocystoplastie. Donc, c'est de prendre un bout de côlon, hein, c'est bien ça, et qu'on alors, remplace. C'est plutôt de l'intestin grêle. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on… C'est question fréquente, bien sûr, une fois qu'on a enlevé la vessie, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend l'intestin grêle, on peut soit refaire une poche qu'on va recoudre sur l'urètre. Comme ça, le patient, il n'a pas de poche externe, hein, c'est une poche interne, ça fait un nouveau réservoir. Il y a eu des constructions à partir de côlons, hein, c'est vrai, ou de brancher les uretères sur le rectum, mais ça a donné des cancers après secondaires du côlon ou du rectum. Donc, on utilise plutôt l'intestin grêle, il y a moins de problèmes au contact des urines. Donc là, l'entéroplastie, il faut gérer un peu l'incontinence urinaire en post-opératoire, comme dans les prostatectomies, mais globalement, ça respecte mieux le schéma corporel. Après, il y a le briquaire. Là, c'est pareil, un segment d'intestin grêle, mais là, on va brancher les deux uretères dedans et on va le mettre à la peau. Donc, c'est ce système-là avec la poche, comme disent les patients, où là, on n'a pas d'incontinence urinaire à gérer en post-op, à rééduquer, mais le patient se retrouve avec une poche et qu'un écoulement permanent. Et puis, le schéma de droite, c'est les urétérostomies cutanées. Ça, c'est quand les patients sont trop fragiles, trop âgés, et qu'on ne veut pas prendre le risque de faire de la suture digestive. À ce moment-là, on branche les uretères à la peau directement, ce qui peut être un peu plus contraignant avec nécessité des fois de garder des sondes qu'il faut changer régulièrement en consultation. Ça, c'est beaucoup moins fréquent quand même comme montage. Ce qu'on fait plus, c'est soit le briquaire, soit le remplacement complet, quoi. Et toi, à titre personnel, tu fais lequel en priorité? Moi, les patients, de toute façon, ils sont souvent demandeurs d'une entéroplastie pour ne pas avoir la poche. Je leur propose de toute façon par défaut l'entéroplastie quand c'est faisable. Quand ils ne sont pas trop âgés non plus, hein, au-delà de 75 ans, c'est plutôt briquaire. Et après, des fois, on leur explique aussi qu'on prépare toujours le briquaire avec la stomathérapeute en préopératoire. On marque l'endroit où on mettrait un briquaire parce qu'en péropératoire, c'est parfois impossible de faire le remplacement vésical. Ça arrive vraiment pas souvent, mais on prévoit toujours la possibilité de finir sur un briquaire si localement, on voit que ce n'est pas possible. Après, dans les études de qualité de vie, les patients sont aussi contents de l'un que de l'autre. Hein, voilà. Il y a d'un côté, c'est la poche, de l'autre côté, il faut gérer un peu les fuites urinaires, notamment la nuit. Hein. Ils peuvent être complètement continents le jour, mais la nuit, ils sont obligés de se lever quand même pour vider la plastie ou de porter un pénilex, un étui pénien pour les quelques fuites, parce que la sensation d'envie d'uriner n'est plus la même.
Mais globalement, ils sont quand même contents quand ils n'ont pas de fuite en journée. Ils ont une vie normale, quoi. Ils n'ont pas de poche. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, la dernière diapo pour la vessie, donc pour préparer la RCP, donc il y a forcément besoin de mettre donc forcément le diagnostic histologique avec le compte-rendu détaillé des biopsies vésicales et de la cystoscopie. Et donc, encore une fois, on insiste, hein, pour la vessie, c'est vraiment ça qui compte, c'est la notion d'infiltration du muscle. Ça va changer de tout à tout la prise en charge. Donc, muscle vu, muscle non vu, infiltration du muscle, ça doit impérativement apparaître dans le compte-rendu et dans la fiche RCP. Et d'ailleurs, vous verrez le terme de second look souvent, parce que quand on a du T1, par exemple, c'est de haut grade, c'est très fréquent qu'on refasse une résection pour être certain qu'il n'y ait pas d'infiltration du muscle. Et évidemment, les résultats des autres examens complémentaires, donc l'uroscanner, on l'a dit, et les examens, le scanner thoracique pour effectivement un bilan à distance, vérifier qu'il n'y ait pas de métastase dans les poumons. Donc, à nouveau, Pascal, c'est toujours des problèmes de classification handicap. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. On a toujours notre menu déroulant. Alors, il y a une différence entre les carcinomes urothéliaux papillaires ou pas papillaires. Est-ce que c'est important? Et on nous parle souvent de l'infiltration du chorion. Donc, savoir ce que c'est ou pas. Alors, papillaire ou non papillaire, ce n'est pas très important. Il y a des histologies plus rares, des pronostics péjoratifs. Après, l'infiltration du chorion, c'est le stade T1 en fait. Hein. C'est la sous-muqueuse. Donc, il y a eu des débats sur les distinguer des T1A, des T1B. Mais ce n'est pas vraiment grave. Ce qui est important, c'est y a-t-il du T2 ou pas? Est-ce du haut grade ou du bas grade? Parce qu'un T1 de haut grade, il aura du BCG. Un T1 de bas grade, il aura de la méticine, par exemple. Et est-ce qu'il y a du carcinome in situ associé? Je ne sais pas si vous l'avez, le TIS ou CIS dans le menu handicap? Non. Parce que ça, l'association de carcinome in situ, ce n'est pas un détail, quoi. Par exemple, on peut avoir un T1 de haut grade avec du carcinome in situ. Ça peut des fois faire discuter une cystectomie dans certaines conditions. Donc, tout à l'heure, j'entendais parler de TIS sur la prostate micro-invasif ou invasif. Là, en vessie, ça peut être important d'avoir le T1 ou le T2, mais aussi d'avoir la notion de CIS ou TIS, un carcinome in situ associé. Et j'avais une autre question, mais c'était sur les traitements. Les instillations, elles sont décidées comment en fait? Parce que c'est du préventif. J'ai bien compris que c'était du préventif, mais quel est le rythme et pourquoi il y en a, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois? Alors, les instillations, c'est pour diminuer le risque de récidive. Alors, on prend par exemple un patient qui a du T1 ou du TA juste dans la muqueuse et de bas grade. Il va avoir la résection et il aura une surveillance. S'il a vraiment une vingtaine de tumeurs dans la vessie ou s'il récidive, mettons dans l'année ou les 2 ans qui suivent, on fera des instillations de prévention de récidive par de l'améticine, parce que c'est du bas grade. Maintenant, l'améticine, le schéma, c'est 1 par semaine sur 8 semaines. Et ensuite, on peut faire des instillations d'entretien. Et là, il y a 2 modalités. C'est soit on en fait 1 par mois, soit on fait comme le BCG, on en fait 1 par semaine pendant 3 semaines tous les 6 mois. En gros, c'est ça les schémas avec l'améticine pour les bas grades. Ensuite, si vous avez du TA ou du T1 de haut grade, dès la première résection, on va valider de faire du BCG parce qu'il y a beaucoup plus de risque de récidive. Et donc, ces lésions-là, on les attaque entre guillemets au BCG d'emblée.
Et donc, le BCG, ça crée une réaction inflammatoire un peu plus forte, une sorte d'autodéfense immunitaire de la vessie, quoi, avec des risques d'effets secondaires. Donc, on ne va pas les faire pour des bas grades. Et donc, le schéma du BCG, c'est une instillation par semaine pendant 6 semaines. Et après, on va faire une cystoscopie ou éventuellement une biopsie. Et on va, s'il n'y a rien de plus, on va refaire 3 instillations. C'est ce qu'on appelle le traitement d'attaque. Des fois, vous entendez le terme de traitement d'attaque par instillation. Donc, le BCG, c'est 6 plus 3. La médecine, c'est 8. Et on fait une surveillance régulière par cystoscopie. Et en gros, c'est au moins tous les 6 mois, il y a une cystoscopie. Et s'il n'y a pas de récidive, on va refaire des instillations de BCG. Alors, ça peut être, comme je disais tout à l'instant, une par semaine pendant 3 semaines. Donc, du coup, tous les 6 mois après une cystoscopie normale. Mais des fois, les patients, comme ils ne tolèrent pas bien, on peut être amené à en faire que 2 ou 1. Mais classiquement, c'est 6 plus 3. Puis après, tous les 6 mois, on en fait 3. Et les schémas d'instillation préventive, en général, on les arrête à 3 ans de suivi s'il n'y a pas de récidive. On ne les fait pas à vie non plus. Et ce qui arrive souvent avec le BCG, c'est qu'il ne supporte pas forcément très bien longtemps. Donc, des fois, on n'arrive pas au bout des 3 ans. Mais classiquement, c'est 3 ans. Et s'ils n'ont pas de récidive, après, on fait juste de la surveillance et on ne continue pas les instillations. Je ne sais pas si ça a été clair. Merci. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions pour le cancer de vessie, on va avancer du coup. Donc, le cancer du rein. Donc, là, pour le coup, c'est un cancer, c'est le 7e rang de cancer chez l'homme et le 9e chez la femme, 2% de l'ensemble des cancers. Donc, ce n'est pas un cancer qui est le plus fréquent sur la population générale. En revanche, c'est le 3e cancer urologique. Donc, après la prostate et la vessie, une incidence qui est en augmentation dans les pays développés avec, encore une fois, une prédominance masculine. Donc, le rein ici, encore des rappels anatomiques, avec ici sa position anatomique, vous savez. Donc, les 2 reins, on en a 2 qui sont reliés à la vessie par les uretères que vous voyez ici. Il y a tout un tas, alors je suis loin d'être néphrologue, mais tout un tas d'échanges qui se font en permanence entre le sang et les urines, des échanges ioniques qui permettent d'éliminer les déchets. Et le rein a ce travail-là de filtration, en fait, par l'intermédiaire des glomérules. Donc, c'est un travail qui est très important. Et donc, les 2 reins le font, pas forcément à 50% de chaque côté, mais en tout cas, les fonds participent à ce travail des 2 côtés. Au niveau des examens complémentaires qu'on va demander lors d'une suspicion d'un cancer de rein, on va demander donc encore une fois un uroscanner. Là, vous avez une image ici qui est nette. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est anormal. Donc, dans les scanners, à la gauche est à droite est à gauche. Donc, ici, au niveau du rein gauche, on peut demander également une IRM rénale qui est bien plus précise, où on peut voir les lésions au niveau du parenchyme, du cortex. Et on fait, donc les chirurgiens urologues réalisent des urétéroscopies, encore une fois souples, pour accéder et donc pour faire ces fameuses biopsies. Donc, encore une fois, toujours pareil, on prélève du matériel, on prélève du tissu qui est analysé au microscope pour donner le diagnostic de cancer de vessie. On fait aussi un scanner TAP, donc un scanner thoracique, pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastase au niveau pulmonaire ou des lésions ganglionnaires associées. Au niveau des traitements… Juste une remarque sur les cancers du rein. On distingue les cancers du tissu rénal et les cancers des cavités. Les cancers du tissu rénal, c'est ceux qu'on voit au scanner, qu'on va peut-être biopsier ou opérer d'emblée. L'urétéroscopie souple, là, ça se fait sous anesthésie. C'est des biopsies des cavités quand on suspecte, comme je disais tout à l'heure, des cancers, comme les cancers de vessie, des cancers des cavités rénales. On ne le fait pas systématiquement pour tout cancer du rein, quoi.
Oui, tu as raison de préciser. Et là, les facteurs de risque, c'est quoi Tabac, aussi? Oui. obésité. Et il y a aussi donc, les maladies génétiques. Il y a beaucoup de syndromes Génétique, de maladies familiales, tout à fait von Hippel-Lindau, etc., où il y a des cancers du rein familiaux, en fait. Au niveau des traitements, les traitements, donc encore une fois, un peu comme la vessie, le traitement de référence, ça reste la chirurgie, c'est la chirurgie, avec, si possible, une économie de reins, mais en tout cas avec des critères oncologiques certains pour avoir une résection en marge suffisante. Donc, soit une néphrectomie partielle ou totale élargie, et une néphrourétrectomie en cas de tumeur des cavités. Il y a aussi la possibilité de traitements ablatifs locaux. Alors, pareil, hein, ça pour moi, ça reste de la. C'est pas que c'est pas le traitement de référence, mais c'est une alternative. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais le traitement initial et le gold standard reste la chirurgie. Les thérapies ciblées et l'immunothérapie, on les utilise dans les cadres des maladies métastatiques. Donc, il y a vous allez voir, hein, il y a des associations d'immunothérapie, donc nivolumab, ipilimumab par exemple, ou immunothérapie plus thérapie ciblée, Pembro, Axi, vous allez voir beaucoup ça et vous allez en voir, enfin, vous en avez vu et vous en reverrez encore. Mais vraiment, voilà, en gros, pour faire très court, l'immunothérapie arrive dans les cancers du rein, est arrivée dans les cancers du rein et a permis d'excellents résultats. Donc, vous allez en voir dans les fiches RCP. Donc, c'était rapide pour le rein, mais au niveau de la fiche RCP, le diagnostic histologique est bien sûr à remettre avec le compte-rendu des biopsies à retranscrire. Ou de la pièce de néphrectomie, oui, tu as raison de dire, hein, les biopsies ne sont pas systématiques. Parfois, on fait le geste opératoire directement. Et effectivement, on disait tout à l'heure les antécédents familiaux, avec, dans le cadre de patients jeunes, rechercher des mutations familiales pour rechercher une mutation qui serait prédisposante à des cancers familiaux. Et donc ça aide bien sûr pour la fratrie ou pour les enfants de chercher ce genre de mutation génétique. Est-ce que vous avez des questions sur le cancer du rein? Tac. Excuse-moi Fabrice, la même question que l'on a eue pour le cancer de la prostate, les métastases vont plutôt se trouver au niveau les premières métastases plutôt au niveau du poumon? Oui, ça peut arriver. Ça va aussi un peu dans les os, mais ça va plus facilement dans les viscères, effectivement. Ça peut aller dans les poumons, ça peut aller aussi malheureusement dans le cerveau. Ça a une tendance plus facile à filer vers les viscères, donc vers les organes poumons, foie, etc. Mais voilà, plus de facilité que la prostate, où vraiment la prostate, on se dirige plutôt vers les os en premier. Le cancer du testis, donc un cancer qui est fréquent chez l'homme jeune, un cancer de l'homme jeune, qui se diagnostique par des échographies. Le premier examen à réaliser, c'est une échographie scrotale. Donc souvent le motif de consultation, c'est une masse pierreuse ou douloureuse, ou un grossissement une augmentation du volume d'un testicule qui amène à consulter un urologue, donc qui réalise en premier lieu une échographie scrotale et immédiatement après, dans le même temps, un dosage des marqueurs tumoraux et qui nous permettent de faire très vite le diagnostic. Donc, c'est vraiment les deux choses qu'on demande immédiatement, qui sont demandées systématiquement. On demande également un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des métastases pulmonaires. Donc, pour le coup, oui, le cancer du testicule peut facilement disséminer, notamment au poumon, avec des lâchers de ballons pulmonaires. Donc, c'est très important de faire cet examen de scanner thoracique pour vérifier l'absence d'envahissement.
le traitement, il repose sur la chirurgie. Très clairement, il n'y a aucun autre traitement qui est disponible pour le cancer de testicule. Hein. Ce n'est pas les rayons, c'est pas… Non, c'est quand il est localisé, enfin même oubliez ça, il faut l'opérer. Dans tous les cas, l'orchidectomie est le traitement standard avec plus ou moins la pose d'une prothèse testiculaire. On peut faire, en fonction de l'agressivité du cancer, une chimiothérapie adjuvante pour éviter la récidive. Et ou, si la maladie est métastatique, donc s'il y a des métastases pulmonaires, on peut faire donc une chimiothérapie qui dépend du type histologique du cancer du testicule. Donc, le cancer du testicule, c'est un des seuls cancers, ou si ce n'est peut-être même le seul, qui est guérissable, donc qu'on peut guérir même quand il y a des métastases. Donc, voilà, pour avoir sur le bilan un lâcher de ballon pulmonaire avec plein de métastases dans les poumons, plein de ganglions partout, on fait de la chimiothérapie et tout disparaît. Donc, c'est vraiment voilà, c'est un cancer de bon pronostic, voire de très bon pronostic. Il y a toujours malheureusement des cas très graves et chez qui ça ne fonctionne pas, mais globalement, retenez que le cancer du testicule, c'est quelque chose qui peut être guérissable. On fait toujours une cryoconservation du sperme parce que c'est un cancer qui survient chez des hommes en âge de procréer. Donc, c'est une obligation médico-légale. Si on ne le fait pas, on est attaquable. Donc, sécoce à chaque fois. Et au niveau du geste opératoire, il y a les travaux. Prends le relais, Pascal, si tu veux. Prends le relais, vas-y. Hein. Ouais. Parce que les travaux reprennent. Vas-y. Donc, on en était à mettre en préservation du sperme au sécoce, hein, parce que ce n'est pas tellement l'orchidectomie, mais parfois les traitements qu'on va faire après, comme la chimiothérapie, qui peuvent rendre infertile, ou les curages, hein, parce qu'il peut y avoir des envahissements ganglionnaires le long des gros vaisseaux de l'abdomen, et puis des masses, ce qu'on appelle les masses résiduelles, c'est des ganglions, ou en tout cas des masses qui persistent après les chimiothérapies. Donc parfois, on a des discussions de compléter le traitement en allant enlever ces masses ganglionnaires, donc en faisant des curages assez importants, hein, et dont une partie de la morbidité, c'est de perturber le mécanisme d'éjaculation. Voilà, donc on ne touche pas aux testicules, on ne touche pas aux spermatozoïdes avec des traitements, mais le mécanisme d'éjaculation peut ne plus se faire à cause d'un curage. Voilà, donc c'est les conséquences des traitements, ça peut être l'infertilité. C'est pour ça que c'est très important d'orienter les patients au sécoce, même très jeunes. Après, c'est toujours délicat chez les adolescents de leur dire d'aller au sécoce, hein, mais c'est super important pour l'avenir parce que s'ils sont guéris de leur cancer du testicule, ben après, se posera la question de la fertilité plus tard. Et l'autre chose un peu particulière aussi des cancers du testicule, enfin ça concerne moins la RCP, c'est qu'il y a des associations qui les aident à faire des emprunts parce que c'est des patients qui sont jeunes, qui sont guéris de leur cancer, et comme ils ont l'étiquette cancer dans leur dossier, ils ont beaucoup de mal parfois à faire des emprunts professionnels ou personnels. Enfin, voilà, donc c'est une vision à long terme. Je ne sais pas s'il y a moins de perceuses à Saint-Malo. C'est bon, je peux reprendre, c'est bon. Donc, effectivement, pour préparer l'RCP, bien sûr, le résultat de l'échographie testiculaire, les marqueurs tumoraux pré- et post-opératoires. Donc, ça, c'est hyper important. Hein. Une chute des marqueurs tumoraux, c'est de très bons pronostics. Donc, c'est important d'avoir un dosage avant et après la chirurgie, les résultats des examens et l'histologie du cancer du testicule. Évidemment, il y a beaucoup d'histologies, séminomateuses, non séminomateuses. Donc ça doit apparaître sur le compte-rendu sur la fiche RCP. Et c'est malheureusement souvent l'histologie du testicule enlevée. Hein, on ne fait quasiment jamais de biopsie. Il ne faut pas ponctionner à travers la peau scrotale. Donc, c'est souvent orchidectomie qui fait le diagnostic, un peu comme dans les reins où on opère sur une imagerie et on enlève le rein pour avoir le diagnostic. Il y a de rares cas où des testicules uniques, on peut faire une résection partielle ou des biopsies par voie inguinale
Voilà, pour poser des indications d'orchidectomie chez les patients qui ne manquent qu'un seul testicule, hein, mais assez souvent, c'est l'histologie du testicule, plus les marqueurs post-opératoires, notamment s'ils étaient anormaux en préopératoire, et scanners qui sont importants. Des questions? Oui, c'est de nouveau Sarah à Lorient, la secrétaire RCP. Je voudrais juste savoir quelles sont les causes éventuellement de ces cancers. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, on voit. Une des causes, en tout cas qui peut augmenter le risque de cancer de testicule, c'est les enfants qui avaient des testicules non descendus, notamment si c'était les 2 testicules en position bien cachée dans la petite enfance. Donc, on donne la consigne de faire de l'autosurveillance, enfin de la palpation chez les médecins, et puis quand ils sont ados, ils s'autopalpent. Hein, et dès qu'ils ont un nodule dur du testicule indolore, ils doivent consulter, faire une écho. Après, c'est de la malformation embryonnaire. Enfin, il n'y a pas forcément de cause environnementale. Tu dis si je me trompe, Fabrice, mais on n'a pas de vraie cause environnementale détectée. Non, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de cause environnementale. Il y a, comme tu as dit, l'ectopie testiculaire, donc le testicule non descendu. Il y a aussi les syndromes, les maladies, les mutations, hein, le syndrome de Klinefelter, par exemple, des mutations génétiques, en fait. Mais pas de cause environnementale, en tout cas. Il y a des études en cours, hein, sur l'environnemental, les pesticides. Il y a des observations, des observatoires au niveau national là-dessus. Mais voilà. Après, il y a des âges où ça peut être plus fréquent. On en trouve parfois chez les patients âgés, hein, c'est plus rare au-delà de 50 ans. Mais c'est principalement les patients à des âges un peu critiques comme l'adolescence où ils n'ont pas tendance à se laisser examiner, les jeunes adultes autour de 20 ans et puis parfois les patients plus adultes entre 40 et 50, on va dire. D'autres questions sur le testis? Ok. Du coup, on arrive à la dernière partie que tu as rajoutée, Pascal. Donc, voilà, tu vas bon peut-être appétit. du coup... Oui, c'est ça. Je dis que c'était bien d'en parler parce qu'on a quelques dossiers quand même. Ouais. Allez, toc. Je ne sais pas si je peux faire passer les diapos. Ah si. Voilà. Donc, tu me dis quand tu dis que je vais te passer. Bon, de toute façon, il y a juste 2 diapos. Hein. C'était, alors, à gauche, ça paraît moche comme ça, mais en fait, c'était juste des condylomes. Hein. Ce n'était pas un cancer de la verge. Et à droite, par contre, je ne sais pas si on voit bien, la photo est plus pâle. Bon, c'est un cancer de la verge, un vrai, avec un nodule au niveau du méa, on voit, c'est un petit peu bizarre. Et puis, il y a un nodule de perméation ici. Voilà, donc le cancer de la verge, ce n'est pas fréquent du tout. Par contre, c'est bien de les détecter précocement, de les prendre en charge rapidement parce que ça peut vite finir en ablation de la verge complète, voire en impossibilité de guérir le patient. Et ça peut arriver parfois chez des patients jeunes. Hein. Celui de droite, là, il a 45 ans. Et celui de droite, c'est une lésion qu'il a négligée. Voilà, on a souvent des patients aussi qui se négligent un petit peu. Et puis, ce qui est assez typique, c'est les patients âgés aussi qui sont plus décalotés depuis des années, là, en EHPAD ou ailleurs, qu'on nous envoie pour des abcès du gland qui sont en fait des tumeurs de verge. Après, on a des patients plus jeunes qui ont des petites rougeurs, des choses comme ça, détectées par les dermatologues. Donc, ce qui est important, c'est de les détecter tôt. Ouais, tu peux mettre la diapo suivante. Hein, parce qu'on peut faire des exérèses. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir, dans ces cas-là, quand il y a une vraie suspicion, on fait une circoncision et une biopsie du gland s'il y a une lésion du gland associée. Et après, l'idée, c'est d'essayer de faire une chirurgie partielle si possible, où on enlève une partie du gland, mais parfois on est obligé d'enlever tout le gland, voire une partie de la verge, voire toute la verge. Dans les lésions, quand on les a assez précocement, on peut faire de la curithérapie aussi. Parfois des effets secondaires de type sténose du méa, mais en tout cas qui permettent parfois d'éviter une amputation du gland. Parce que, en fait, par la chirurgie et la curithérapie dans certaines indications, on n'a pas de traitement efficace. Et donc, on scrute un peu les aires ganglionnaires
Donc, c'est bien si les patients n'ont pas d'envahissement ganglionnaire, parce que dès qu'on a un envahissement ganglionnaire, c'est quand même de très mauvais pronostics, les tumeurs de verge, quoi. Voilà. J'avais fait une peau pour la RCP, hein, c'est l'histologie de la circoncision, de la biopsie du gland ou de la pièce d'exérèse, hein, parce que le patient en question, lui, ça a été d'emblée une amputation partielle, celui de la photo de droite, là. Oui. Et puis, donc, dans les examens complémentaires, on fait un scanner pour voir les ganglions surtout, et d'éventuelles métastases s'il y en a. Les PET scans, on en fait parfois aussi. C'est quelque chose que tu vois fréquemment ou... Non, là, c'est 1 ou 2 par an en moyenne dans le centre. On peut monter à 5 dans l'année, à 7, mais ce n'est pas très fréquent, non. Est-ce que vous avez des questions? Après, pour le coup, c'est rare, hein, pour le coup, celui-là. Donc, ça n'a pas l'air d'un... OK. Très bien. Donc, on a terminé notre présentation. Je vais juste revenir peut-être sur la prostate, c'est Pascal, la reine. Est-ce que pour les PSA, quand même, il y a le temps de doublement du PSA qui rentre en jeu dans le suivi, dans la surveillance? Alors ça, c'est plus quand on a des récidives biologiques, où on regarde si le PSA augmente rapidement ou pas. C'est pas dans la surveillance normale, enfin classique, dès qu'un homme commence à faire ses PSA, Il peut calculer son temps de doublement s'il veut, mais après, on voit que les PSA, de toute façon, ça monte et ça descend. Ce qu'on utilise plus maintenant, c'est ce qu'on appelle la densité du PSA, où on divise le chiffre de PSA par le volume de la prostate. Mais le problème, c'est que les estimations de volume en échographie, au toucher rectal, en IRM, c'est pas très fiable. Et puis, on voit très bien les PSA, ils montent et ils descendent. Il suffit que le patient ait un peu d'adénome de prostate symptomatique avec une gêne urinaire, une vessie qui ne se vide pas très bien. Et on voit des patients qui passent là, j'en ai encore vu un, il est monté à 8 de PSA, il est redescendu à 1,68 en un an et on n'a rien fait. Le temps de doublement, on peut le regarder, on peut s'en inquiéter, mais bon, ce n'est pas forcément un critère pour décider des biopsies, quoi. On regarde ces chiffres absolus et si on a l'impression qu'il y a une augmentation dans les derniers mois ou années qui semble s'accélérer. D'accord. Et j'avais une deuxième question, c'est dans les IRM, là, il y a ce qu'on appelle les pirates, enfin ou le score. Oui. C'est en fonction du volume ou il y a plusieurs critères? Alors, le score, alors il y a 2 scores en IRM, hein, il y a le PIRADS et le Likert. Le plus souvent utilisé, c'est le PIRADS. Nous, les radiologues, alors ils ont plusieurs critères pour calculer leur score. Quand on a des scores qui sont à maximum 3, on ne va pas forcément faire des biopsies, sauf si on a un nodule dur au toucher rectal et un PSA à 15, enfin élevé. Après, le PIRADS 4, enfin, la taille de la lésion à l'IRM peut faire que le score il peut passer de 4 à 5, par exemple, sachant qu'en biopsie ciblée, par exemple, on a des cibles IRM, des images d'1 centimètre qui sont négatives aux biopsies, hein. Donc, ça nous aide à orienter, à suspecter, à décider parfois de faire des biopsies, notamment si on a un score de 4 ou 5. Voilà, mais une image IRM, n'est pas en soi un cancer prostate, quoi. Et j'avais une troisième question, tant que j'y suis. Dans les cotations, on a des léiomyosarcomes. Est-ce que c'est normal que ça existe dans… Ouais, ça doit être très rare. Oui, c'est très rare, mais ça peut exister quand même. Ah oui, quand j'étais jeune externe, j'ai vu un de mes agrégés réséqué dans un sarcome de prostate. Il a cassé 4 anses de résection. C'était très dur. Et si, je me souviens aussi, j'en ai croisé un autre d'origine africaine à la Pitié et qui avait un sarcome de prostate. Donc, c'est des trucs, mais rarissimes, hein. Ouais, c'est rarissime. C'est rarissime, oui. OK.
On a trouvé un cancer de prostate à cellules spumeuses aussi récemment à Lorient. Tu dis la cellule Spumeuse, c'est du gras. Oui, d'accord. Avec un PSA qui était passé localement avancé, hein, quand même, avec un PSA qui était passé de 0,39 à 1,39 en 3 ans. Mais pas de toucher rectal. Et du coup, prostatectomie et PSA négatif. Ah non, radio-hormonaux, là, il a un envahissement de vésicule séminale, malheureusement. J'avais une dernière question pratique, c'est pendant vos RCP dans les différents réseaux, qu'est-ce qui vous intéresse dans la fiche? Est-ce que vous regardez que l'histoire de la maladie ou est-ce que ce qu'on remplit dans les blocs tumeurs, le bloc BEGP, vous regardez, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ce qu'on fait? Déjà, je ne sais pas ce que c'est que le bloc BEGP. Je vais peut-être partager. Je sais que vous avez préparé une fiche sur. Émilie, tu as préparé une fiche ce matin. Peut-être que je vais partager comme ça. Hop, là, on est sur une. Est-ce que vous voyez mon écran? Mais tu pourras cliquer sur prostate, comme ça tu auras le bloc du BEGP qui va apparaître. Ah. Ouais, donc on va rajouter. Là, on est sur la fiche, mais là, on est sur un bloc rein. Je vais rajouter un bloc tumeur. Prostate. Hop. Et le BGP, il est en haut, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est les biopsies, alors. Oui, il y a une case, enfin, il y a un bloc, ce qu'on appelle le bloc, où on peut mettre les biopsies. Pour un patient qui est suivi, qui a plusieurs biopsies, on peut faire plusieurs. Ah bah oui. Notamment surveillance active, hein, parce qu'ils ont des rebiopsies, c'est utile. Mais concrètement, pendant vos RCP, vous, ce que vous regardez plus, c'est, je suppose, le bloc histoire de la maladie, en fait, non? Bah, on regarde l'histoire de la maladie, puis sur une prostate, on va regarder la dernière biopsie. D'accord. Qui est indiqué dans l'histoire de la maladie, du coup, plutôt. Si ce n'est pas une prostate, donc là, il n'y aura pas de biopsie dans l'histoire de la maladie. Alors, c'est vrai que nous, on n'utilise pas quand on remplit la fiche, on n'a pas plusieurs blocs, quoi. Donc, souvent, par exemple, moi, quand on nous demande de mettre le nombre de biopsies positives, je mets par exemple les biopsies de 2018 et puis après, juste à droite, je marque qu'il y avait eu, je ne sais pas moi, 3 biopsies sur 9 en 2018 à droite et puis dans la même ligne, ça va être 4 biopsies sur 9 en 2020, quoi. On ne passe pas d'un bloc à l'autre quand on discute des dossiers comme ça, on ne regarde pas en direct. La fiche n'est pas forcément projetée pendant votre RCP? Ah non, non, non. Non, elles sont imprimées et mises dans une fiche. C'est vachement trop long à remplir. Ça dépend de l'organisation territoriale, en fait. Ouais, d'accord. Et du coup, on fait un rappel clinique et puis on parle de la dernière biopsie. Là, typiquement, j'avais fait une fiche, alors je crois que c'est au départ. Tu peux redescendre sur le bloc tumeur, s'il te plaît, Ouais. Et voilà, une tumeur du rein, on a souvent les carcinomes à cellules claires. Et en fait, dans l'histologie, dans l'histologie qui est saisie dans les menus, on n'a pas carcinome à cellules claires, on n'a que adénocarcinome à cellules claires. Du coup, on se demandait comment on devait le coter. Ah bah c'est pareil, hein. En fait, carcinome à cellules claires ou adénocarcinome, tumeur de Graves. Oui, c'est bon. Hein. D'accord. Bon. Il y avait d'autres questions sur la fiche 1. Sur la classification, je sais qu'il y a pas une question sur la classification. Cellules claires et cellules rénales, c'est la même chose. Non, après, vous avez répondu. En fait, c'était pour nous, c'est les cancers de la vessie, surtout où on retrouve beaucoup d'histologies différentes. Mais en fait, vous avez répondu. Ce qui vous importe, c'est si c'est infiltré ou infiltrant ou pas, et si c'est plutôt les PT1, PTA, PT1 d'un côté, et puis après les PT2 et au-dessus. Voilà. Et est-ce que c'est du haut grade ou bas grade quand c'est du TA, dans les TA, T1, haut grade ou bas grade? Parce que T2, c'est jamais du bas grade. Hein. Enfin, rarement.
Et s'il y a du CIS associé, donc c'est en fait le compte-rendu ANAPAT qui vous guide, quoi. Voilà. Ok. Donc, du coup, ça sert là sur la fiche, il n'y avait rien de particulier. Tu dis ça a déjà été vu. Ok. Sur l'histologie, je sais qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur quelques codages, mais vous avez eu toutes vos réponses? À peu près. Les lignes sont très détaillées, là. Nous, on parle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le code handicap qui peut être en effet très détaillé. Et du coup, nous, on se perd entre le carcinome urothélial transitionnel tout court, parce que c'est une appellation, mais nous, dans le code handicap, on ne le retrouve pas exactement comme ça. Donc après, on va chercher si c'est non papillaire ou pas, infiltrant ou pas, il y a du chorion ou pas. Donc peut-être trop loin aussi dans notre côté cotation, quoi. Oui, parce que les anapates, nous, ils nous répondent infiltrant, c'est T2. Après, des fois, ils précisent papillaire, mais ils ne le précisent pas toujours. Et je ne sais pas si ça fait vraiment une différence. Et après, on a des histologies particulières comme les épidermoïdes de très mauvais pronostic, les sarcomateux, les neuroendocrines de vessie. Donc là, on fait des distinctions significatives dans les discussions. Mais un carcinome transitionnel ou urothélial, c'est surtout infiltrant ou pas. Hein. D'accord. Il y a d'autres questions? Non. On va même finir un peu en avance. Il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut peut-être arrêter là. Si c'est possible, est-ce que vous pourrez m'envoyer le diaporama que je l'envoie à tous les participants avec la vidéo de formation du coup qui va être enregistrée. Ah mince, on était filmé. Eh oui, filmé, ouais. Et tout a été entendu. Mince, je me serais rasé ce matin. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis, alors, si éventuellement il y a des questions qui arrivent a posteriori, je vous enverrai un mail avec les quelques questions. Bon, après, on n'a pas forcément il n'y a pas toujours des questions a posteriori, mais sait-on jamais. Pas de problème. Non, mais n'hésitez pas, oui, c'est pas forcément simple cet exercice en visio, donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Intéressant. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Salut Pascal. Merci. Oui, merci pour le diaporama. Pascal, ça a posé beaucoup.